Bienvenue sur Expérience, l'expérience sénégalaise au service de la nation. Notre invité pour ce premier numéro est M. Cherif Salif Sy, économiste, chercheur, professeur d'université et ancien ministre chargé des questions économiques dans le cabinet du président Abdoulaye Wade. Cherif, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Khalil, bonjour. Cherif, tout de suite, la question que je pose, c'est comment se porte l'économie du Sénégal aujourd'hui? Disons, assez bien, si on considère la trajectoire de notre pays depuis une soixantaine d'années. Le pays a connu des moments très difficiles, des moments où les institutions économiques et financières internationales, malheureusement, ont imposé aux pays comme les nôtres l'arrêt de tous les objectifs sociaux. Et aujourd'hui, on y revient petit à petit, après les échecs relatifs quand même du programme d'ajustement structurel et du consensus de Washington. Ça se reprend, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous avez mentionné tout à l'heure, vous avez parlé d'arrêt des projets sociaux. Est-ce que les États ont choisi librement d'arrêter les projets sociaux pour suivre justement ces directives? Non, les États n'ont pas choisi librement, mais les États quand même ont mal travaillé. Au début des indépendances, jusqu'à la fin des années 70, il y a eu énormément de gaspillage de ressources. Ça, il faut le reconnaître, si bien que les piliers de l'économie étaient en souffrance. Il fallait, et ça je suis tout à fait d'accord là-dessus, remettre de l'ordre. Mais la remise en ordre a été une pilule, en tout cas extrêmement sévère, dont on continue à parler aujourd'hui. Donc c'est forcé que justement nos gouvernements ont été obligés d'accepter l'ajustement structurel. Mais malheureusement, l'ajustement structurel n'a pas été mis en œuvre tel que cela a été dit. Parce que, comme cela a été dit, il s'agissait de redresser les économies selon les grands piliers économiques. Mais malheureusement, l'ajustement structurel a attaqué les objectifs sociaux des gouvernements en les mettant en arrêt, plus d'écoles, plus de santé, rien du tout, et surtout la vente des entreprises nationales. Et malheureusement, tout cela, nous continuons à en souffrir, malgré, comme je l'ai dit, le redressement qui a été fait dans certains secteurs. Est-ce que ces institutions internationales qui ont en quelque sorte amené cet esprit d'ajustement structurel ont, selon vous, l'économiste que vous êtes, l'expertise nécessaire pour comprendre les réalités des pays sur le terrain? Je crois que les institutions ont une forte batterie d'expertise. Mais malheureusement, c'est des institutions qui n'ont jamais dirigé un pays. L'économie, diriger un pays, c'est faire véritablement de l'économie. Économie entendue ici comme science du pari, mais pas économie entendue comme les mathématiques ou la physique, où 2 plus 2 égale 2, il fallait arriver à ça. C'est ça le grand problème des institutions internationales. Elles ne sont pas venues dans l'intention de mal faire, pas du tout, elles veulent bien faire. Quelquefois même leurs conseils sont des conseils judicieux. Mais malheureusement, quand elles se trompent, elles ne reviennent pas en arrière. C'est ça la difficulté. Et même d'anciens cadres comme Stiglitz de ces institutions continuent à leur reprocher cette méthode de faire. C'est-à-dire la conception d'une pilule unique qu'il fallait faire avaler à tous les pays. Et ça a donné le recul que nous connaissons en Afrique comparé à nos concurrents d'Asie avec qui nous étions au même niveau de développement au moment du lancement de l'ajustement structurel. Par exemple, la Corée nous a devancés de façon extraordinaire et les autres dragons, évidemment aussi. Et la Corée n'est pas passée par l'ajustement structurel? Non, la particularité de l'Asie, c'est que la plupart des pays ont refusé catégoriquement que d'autres élaborent des programmes à leur place. C'est ça la force un peu de l'Asie. Mais est-ce qu'en travaillant sur les questions économiques des pays et les institutions internationales, est-ce qu'elles ne vont pas souvent vers la société civile qui comporte des gens comme vous et des spécialistes de l'économie qui peuvent peut-être de temps en temps leur apporter quelque chose pour une meilleure compréhension? Disons que c'est récent. Ces institutions, pendant très longtemps, disons pendant 30 ans quasiment, ont ignoré les expertises locales, surtout celles issues des sociétés civiles. Mais aujourd'hui, de plus en plus, devant les difficultés qui ressurgissent à chaque décennie, elles se voient obligées de consulter une expertise indépendante, disons. Et ce n'est pas toujours facile, mais ça se fait, disons que ça se fait petit à petit. Mais c'est des institutions qui ont leur logique, qui sont quand même soumises aux grands pays développés. Je crois que c'est ça notre problème. Et à ce moment-là, le rapport de force n'est pas favorable aux pays du Sud ou de l'Afrique que nous sommes. Ouais.
Est-ce que l'économiste sénégalais, Pape Demba Thiam, parle de fabrique de pauvreté quand il parle de la Banque mondiale? Quel est votre what's your take on that? Mais objectivement, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Et Pape Demba n'a pas été ni le premier ni le seul à le dire. Un ancien directeur quand même de la Banque mondiale, prix Nobel d'économie, Stiglitz le dit. Paul Krugman, d'autres le disent ailleurs. L'ajustement structurel a été un instrument qui s'est retourné au lieu de développer les pays pour fabriquer la pauvreté. Et un ancien président de la République m'a demandé un jour, est-ce que la pauvreté, c'est une nouvelle discipline? Nous avons bien entendu rigoler. Et d'ailleurs, c'est cette fabrique de pauvreté qui fait que les derniers moments de l'ajustement structurel ont été marqués par ces filets de sécurité. L'expression est de la Banque mondiale qu'ils mettaient en place pour réduire la pauvreté. Non pas l'éradiquer, mais réduire la pauvreté. Aujourd'hui, on peut admettre que globalement, sur la planète et dans les pays du Sud, la pauvreté recule, mais les inégalités deviennent extrêmement fortes dans les mêmes pays. C'est ça un problème de notre époque. Ça concerne aussi bien les grands pays développés que les petits pays que nous sommes. Dans un pays comme le Sénégal, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut diversifier? Est-ce qu'il faut des projets locaux bien centrés sur les besoins? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que le développement économique et social, que j'appelle l'émancipation, c'est plus que ça, c'est plus que des projets. Un pays ne peut pas fonctionner sur la base de projets. Les choses doivent être articulées et qu'on appelle la stratégie par son véritable nom. Il ne s'agit pas de copier les autres, mais de s'en inspirer. Les pays aujourd'hui développés ont commencé par réaliser une révolution agricole. Et lorsque la révolution agricole a réussi, ils sont passés à une révolution industrielle. La phase d'industrialisation est l'étape qui propulse une nation vers le développement. Et malheureusement, le délaissement de l'agriculture par l'ajustement structurel dans le secteur de l'agriculture aujourd'hui a mis notre pays dans une situation catastrophique. Le président Abdou Diouf disait lui-même que l'ajustement dans le secteur de l'agriculture a été désastreux pour le secteur de l'agriculture. C'est ça qui fait qu'il faut une stratégie globale. Il y a l'émergence. L'émergence, moi, je l'ai saluée. Comme beaucoup d'économistes, nous l'avons salué. Nous nous sommes battus d'ailleurs avec les institutions internationales pour un retour de la planification. C'est-à-dire qu'on permette au gouvernement de définir eux-mêmes leur programme. C'est arrivé. Mais malheureusement, l'ajustement structurel est encore, c'est mon avis, plutôt les plans émergents restent dans une certaine mesure orientés par le programme Doing Business. C'est-à-dire que tout le bien qui est fait semble être un bien pour le capital étranger, pour qu'il puisse venir s'installer et s'implanter. Or, le développement suppose d'abord un secteur privé fort. Il faut que nos pays aient confiance au secteur privé, l'accompagner, le manager, le coacher s'il le faut. Je n'ai pas peur de dire les mots, mais sans cela, ça va être catastrophique. Surtout avec l'épidémie en cours que nous connaissons. Ça, c'est des désastres qui peuvent arriver. C'est arrivé dans les années 80 avec le Brésil. Quand la crise est arrivée avec le développement des pays émergents, le Brésil a perdu en une journée plus que la plus grande opération de privatisation sur le continent Amérique latine. C'est-à-dire, en 3 jours, le pays avait perdu 25 milliards de dollars. Mais ce pays était organisé en termes de stratégie d'industrialisation. D'abord, il y avait un partenariat fort avec les partenaires extérieurs et c'était un pays où on a implanté très tôt une culture scientifique et technologique. Donc, pour aller vite, pour dire pour le Sénégal, il faut une stratégie claire qui doit être une stratégie endogène qui permette d'abord le réveil des entreprises nationales, le développement agricole pour l'industrialisation, c'est comme ça qu'il faut le dire, un développement agricole articulé à l'industrialisation et une plateforme qui progressivement devient une plateforme scientifique et technologique. Est-ce que dans l'esprit de la philosophie du Sénégal émergent, est-ce que justement le développement industriel, l'industrialisation est axé et arrimé à l'agriculture?
aujourd'hui? C'est dit. On a vu il y a beaucoup d'aspects très positifs sur le papier, sur ce qui est dit. Mais c'est dans la deuxième phase, moi, que j'attends pour faire les véritables appréciations. C'est ce qui est dit, mais ce n'est pas encore le cas. Puisque la valeur ajoutée de l'agriculture continue à baisser au moment où, pour ces 40 dernières années, celle de l'industrie également est en train de stagner. Ça, ce n'est pas possible. Cela veut dire concrètement que le programme émergent, tel qu'il est mis en œuvre, n'est pas encore un instrument véritable de soutien au secteur de l'agriculture. Et je pense qu'il faut faire des rectifications de ce point de vue. Donc, il soutient autre chose. Il soutient l'arrivée des capitaux et leur implantation et leur bénéfices. Mais c'est ça. En réalité, les plans émergents, pas seulement pour le Sénégal, mais sont des stratégies de valorisation des exportations. Et ça a été une partie... Des exportations? Absolument. C'est-à-dire des importations? Pour l'extérieur. Voilà, c'est-à-dire le formatage structurel, les réformes structurelles qui sont faites apparaissent en tout cas comme étant pour les entreprises étrangères. Oui, mais il n'y a pas suffisamment de réformes structurelles en faveur de l'économie nationale et des opérateurs nationaux. C'est ça un point de faiblesse et il est prévu de corriger tout cela dans la phase que nous attaquons dans le plan émergent, mais c'est à partir de faits que nous statuerons encore une fois. Et ça semble aussi se prêter au doing business aussi. Mais absolument, c'est le même schéma. C'est le doing business qui définit le cadre. Et ça, c'est vraiment problématique. Les objectifs du doing business, ça ne peut pas être les objectifs du Sénégal. Faire un pays pour que le capital étranger puisse s'y répandre sans que cela permette le développement du secteur privé national, je crois que ce n'est pas une bonne stratégie. Et c'est ce que le secteur privé national également demande. Il a ses faiblesses, ça je le sais, il a ses faiblesses. Mais on ne peut pas laisser en rade le secteur privé national. Il faut qu'il se redresse, qu'il apporte sa part d'effort et que l'État aussi sache l'accompagner avec intelligence pour que, en cas de crise comme celle-là, avec le coronavirus, mais tous les investisseurs sont sur l'expectative ou se retirent des pays où ils étaient. Si à ce moment-là, vous n'avez pas de secteur privé national, mais le problème, c'est le marché du travail qui va être touché. Le marché du travail va être touché parce que les entreprises nationales ne fonctionneront pas. Donc, il n'y a pas de création d'emplois. Ça se traduira par une insuffisance d'absorption de tous ces diplômés sortants et le chômage qui va se répandre. Donc, une démarche difficile vers l'autonomie. Absolument, une démarche difficile, mais disons l'autonomie relative. L'autonomie relative, parce qu'il faut l'admettre, aucun pays ne réunit dans ses frontières les ressources nécessaires pour son développement, à commencer par les États-Unis. Il faut toujours s'ouvrir sur un partenariat, mais sortir de ces histoires de gagnant-gagnant. Ça, c'est un concept trompeur. Avoir sa véritable stratégie de développement national. Et à ce moment-là, l'unité de mesure la plus pertinente, ce n'est pas le taux de croissance, c'est le revenu réel par tête. Or, pour le Sénégal, c'est valable pour la Côte d'Ivoire, nous sommes dans les mêmes situations. De 1960 à aujourd'hui, le revenu réel par tête n'a quasiment pas bougé. Ah bon? Donc, le taux de croissance élevé que nous avons sont des taux de croissance de rattrapage. C'est-à-dire, nous sommes en train de combler les trous que nous avons laissés par le passé. Mais ça se relève, parce qu'aujourd'hui, quand même, le niveau de création de richesse a un rythme beaucoup plus rapide que le rythme des naissances. Et ça, c'est un bon signe pour une économie. On est dans l'ordre de 2,5% de taux de croissance de la population, avec des taux de 6 à 7% de taux de croissance. C'est une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle est encore une fois gâchée, à mon avis, par autre chose. Nous sommes dans une zone de libre transférabilité. Si vous êtes avec la zone franc, dans une zone où chacun, qu'il soit étranger ou non étranger, peut sortir son argent et le placer où il veut, c'est un danger. Et c'est ça que nous vivons. C'est d'autant plus grave que chaque jour, il y a l'épée de Damoclès de la dévaluation. Vous, comme moi ou comme d'autres, tant qu'il y a cette situation, si nous sommes un peu riches, nous préférons, devant ce risque, en tout cas qu'on ne voudrait pas nous tomber dessus, placer notre argent à l'extérieur. C'est pour ça que la zone de libre transférabilité est un véritable danger pour nos économies. Il faut que l'argent gagné ici, en tout cas par les nationaux surtout, puisse rester et être réinvesti dans le pays. Et encore aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de tout ça. Nous sommes loin de tout ça. Alors, c'est quoi cette notion de bon élève du FMI? C'est quoi? Bon élève, c'est des appréciations plutôt
diplomatique, parce que le FMI donne des conseils. Souvent, on les attaque à tort. Hein. Moi, je suis très dur avec ces institutions. Je connais leurs déviations. C'est mon sujet de travail depuis très longtemps. Ils imposent tout le temps la même chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres le disent. Mais quelquefois, ils prodiguent de bons conseils. Par exemple, aujourd'hui, sur la question de la dette, je crois que lorsqu'ils disent « attention, à vous endetter », pas seulement le Sénégal, tous nos pays à un rythme trop rapide. Les États répondent « non, nous respectons les critères de convergence ». Ça, encore une fois, c'est ne pas avoir compris les éléments d'appréciation d'une politique d'endettement. L'endettement, ce n'est pas seulement un problème de respect des critères de convergence qu'un groupe d'États met en place pour pouvoir avoir une surveillance, voir si on marche ensemble ou pas. L'endettement, il y a une appréciation à partir des critères de croissance, de convergence, mais il y a aussi la solvabilité et la liquidité. C'est deux notions qui sont malheureusement très souvent absentes dans le débat. Que veut dire la solvabilité? Un, vous respectez les critères de convergence, c'est-à-dire votre niveau d'endettement ne dépasse pas 70%. Mais ça, c'est bien. Mais deuxième chose, vous dites que vous êtes solvable. Vous êtes solvable parce qu'il y a des revenus futurs espérés. Mais les circonstances peuvent changer et que ces revenus espérés ne soient pas au rendez-vous. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de liquidité. Quand on emprunte beaucoup sur le court terme, il faut avoir de la liquidité. Autrement, on va passer son temps à payer des intérêts sans être capable, les intérêts sans être capable de rembourser le principal. Donc, il faut apprécier, et je résume par là, les critères de convergence à partir de la viabilité de l'endettement, mais surtout de la solvabilité et de la liquidité. Faut-il alors que les États décident de manière tout à fait souveraine de ce qu'ils vont produire pour pouvoir s'imposer un peu vers la fin du processus? Je crois qu'il y a une amorce quand même en Afrique, il y a une nouveauté. Nous l'avons vu ici dans une réunion récente à Dakar avec le Fonds monétaire. Nous le voyons en Afrique du Sud ou ailleurs. Il y a une sorte de soulèvement, que je mets entre guillemets, du leadership africain, qui commence à dire haut et fort ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ne veulent pas. Et ça, je crois que c'est bon signe. Mais il reste à définir véritablement les stratégies de développement que j'appelle les stratégies d'industrialisation. D'autres parleront d'émergence ou de réforme structurelle. Il faut que cela repose d'abord sur une mobilisation des ressources internes. Si on voit les dépenses effectuées, que ce soit pour la Mecque, que ce soit pour les soins de santé, que pour les manifestations religieuses, il apparaît très clairement qu'il y a des ressources internes qu'on peut mobiliser. Et d'abord les ressources du secteur privé. Ensuite, compter sur l'expertise nationale. Le paradoxe, c'est que très souvent, quand le FMI vous demande de faire un travail, fait appel à la consultation, c'est des experts nationaux indépendants qui gagnent les marchés et qui font le boulot. Il est préférable à ce moment-là que les gouvernements les appellent dès le départ. Absolument. Absolument. Donc c'est un peu ça le chemin vers l'autonomie, c'est-à-dire décider de ce qu'on va produire et aussi décider de l'écoulement des marchés. Choisir sur quel marché nous allons... Mais c'est ça, j'ai dit que tous les pays qui se sont développés ont fonctionné sur la base de ce schéma. Ce schéma, il a été appelé, moi en tout cas je l'ai qualifié comme ça dans mes travaux, disons la recherche de l'autonomie. La recherche de l'autonomie à partir de la maîtrise des conditions de l'accumulation. La maîtrise des conditions de l'accumulation, c'est-à-dire la maîtrise d'abord de la production, vous décidez vous-même de ce que vous allez produire, la maîtrise du marché, vous n'attendez pas qu'on vous découvre ou qu'on découvre vos produits, la maîtrise du système bancaire, parce que le système de production ne peut pas reposer sur un système bancaire étranger et surtout commercial. On sait qu'une banque commerciale n'a pas vocation à financer pour le long terme ou à financer pour le développement. La maîtrise de la science et de la technologie et la maîtrise quand même de certains aléas qui peuvent survenir. C'est ça, maîtriser les conditions de l'accumulation. Pour ça, il faut un bon système d'éducation. Ah oui, mais la base, c'est l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on parle de compétitivité et de productivité. Si on commence par la productivité, c'est-à-dire avec ses concurrents, sur le même temps horaire,
et être plus rapide dans la production, produire plus sur le même temps. Ça, c'est l'éducation qui le permet. Si les gens sont formés aux outils qu'ils utilisent, ils deviennent productifs, ça c'est clair. Mais il y a aussi, après la productivité, il y a la compétitivité. Être compétitif, c'est d'abord avoir des coûts unitaires en électricité et en eau plus bas que les coûts des concurrents. Tout ça, c'est des batailles. Moi, j'ai été beaucoup attiré par le chapitre sur les coûts des intrants dans le plan émergent. Je crois que la description, la compréhension du problème et de ce qu'il faut faire est là. Mais maintenant, dans la pratique, on reste encore loin en termes de coûts, en tout cas, sauf pour le téléphone, on reste encore loin de nos concurrents. C'est ça. Donc, productivité et compétitivité sont les leviers les plus importants pour produire pour son marché intérieur et pour l'extérieur. Et fondamentalement, comme tu viens de le dire, ça repose sur l'éducation et la formation. Justement, c'était ma question, c'était est-ce que nous avons vu que récemment, enfin au cours des dernières années, qu'il y a une baisse importante quand même de la qualité de l'éducation, surtout au Sénégal. C'est certain qu'il y a une baisse et ça nous pénalise. Moi-même, j'ai eu la chance d'avoir été désigné en 2005 par la Banque mondiale et la Coalition mondiale pour l'Afrique et le gouvernement du Japon pour créer une chambre de commerce Afrique-Asie. Et pendant les années de travail, puisque cela a duré 3 ans, le reproche principal que les partenaires asiatiques faisaient à nos pays, c'était d'abord, faible niveau de qualification. Ça veut dire que nous avons un problème quand même d'éducation. Le reste, c'est des coûts d'électricité et autres. Mais à chaque fois, on voit que la question de l'éducation arrive. Et l'éducation, c'est fondamental pour avoir la productivité et la compétitivité nécessaires pour approvisionner son marché intérieur et les marchés extérieurs. Et malheureusement, le système éducatif, et je me demande même si on peut encore parler de système éducatif sénégalais, parce que si on regarde le développement du privé universitaire supérieur, si on voit ce qui se fait, il y a des raisons d'être inquiet. Très souvent, il se fait n'importe quoi. Il faut quand même oser le dire. Ça demande quand même une reprise en main pour que nous ayons un véritable système éducatif. Un système éducatif qui fonctionne, comme on dit, sur ces 2 jambes. La formation aux humanités, qui est le propre des universités classiques, et la formation pour les métiers de l'entreprise. Vocationnel. Voilà, les métiers de l'entreprise. Mais quand vous avez un tissu d'entreprise nationale si faible, et qu'il n'y a pas d'enquête véritablement pour connaître leurs véritables besoins, et nous allons continuer à avoir beaucoup de problèmes. Mais quand il y a la question de l'éducation, de la formation, et j'ajouterais même de la requalification de certains qui sont encore sur le terrain, c'est un impératif et c'est là où les Asiatiques nous donnent le pion. Voilà. La formation continue aussi des formateurs. C'est ça que je dis, formation continue et requalification. On ne va pas continuer à former. Il y a des métiers qui sont obsolètes. Aujourd'hui, avec le développement des technologies, des nouvelles innovations, il y a certains métiers. Un économiste, s'il n'est pas repris sérieusement 4 ans après son doctorat, il ne sert plus à rien. Ça, moi, j'ose le dire. Est-ce que vous pensez que le système éducatif au Sénégal est bien orienté vers les besoins du pays? Parce que on est en 2020. Très honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je perçois des efforts, par exemple, dans la mise en place du LMD, Licence Master Business, et il y a des aspects très, très intéressants pour que la formation prenne en compte les besoins des entreprises. Mais si on regarde un peu plus profondément, on se rend compte que le système éducatif n'est pas encore au point. Je crois qu'il y a encore énormément de problèmes. Il y a des enseignements qui ne sont plus dispensés, qui ne correspondent plus à la réalité. Et il y a des types d'enseignements nouveaux aussi qui sont suggérés par le secteur privé. Ils le disent, qui ne sont pas encore pris en compte. Mais je crois qu'il n'est pas tard de reconsidérer tout ça et de reprendre les choses en main. Parce que quand même la situation était inquiétante. Quand un pays se désindustrialise, c'est un problème. Et qu'en même temps, le système éducatif est défaillant, ça, vous ne pouvez pas être compétitif. Absolument. Ni pour votre marché intérieur, qui va être envahi par des produits d'autres pays, qui bénéficient de meilleures économies d'échelle, mais également, vous n'allez pas pouvoir vendre à l'extérieur. Donc, je reviens encore là-dessus. Le problème fondamental, c'est l'éducation. Vous avez remplacé Samir Amin au Forum du Tiers-Monde. Alors, c'est
Ce forum est reconnu dans le monde entier pour la densité de sa réflexion et justement ses interventions. Un forum qui couvre un peu presque tous les continents. Tout à fait. Les 5 continents. Alors, quelle sera votre tâche à la tête du forum du tiers-monde? Aujourd'hui, nous allons engager une certaine reprise du forum en orientant, en développant de nouveaux modules de formation pour que certains de nos membres, en tout cas les plus jeunes, puissent être opérationnels là où ils sont. Parce que nous avons théorisé notre vécu. Les systèmes théoriques que nous avons élaborés ne sont ni suggérés par les pays du Nord, ni par l'Asie, ni par ailleurs. C'est pensé par nous-mêmes. Il s'agit maintenant, pour ce qui concerne en tout cas la création de richesses, de trouver des opérateurs qui les portent, qui les prennent en charge. Et la nouvelle orientation, ce sera de ça, de passer moins de temps sur les questions théoriques, mais de continuer à les vulgariser, mais de donner des outils pour l'auto-emploi, pour en tout cas l'insertion dans les institutions qui existent, parce que nos institutions sont là, mais nos institutions aussi ne requalifient pas assez souvent leur formation. Il y a des gens qui restent, qui font la même chose pendant 60 ans, jusqu'à leur retraite. Ce n'est plus admissible dans notre monde. Donc c'est ça qui va être les tâches du forum du tiers-monde. Nous sommes dans les 5 régions du monde, mais justement dans cette phase également, je crois que nous allons mettre 70% pour l'Afrique, mobiliser davantage le continent que les autres parties du monde où, sur beaucoup de questions, ils sont beaucoup plus émancipés que nous. Vous allez parler au gouvernement? Oui, les différents gouvernements africains? Le gouvernement, déjà, chez nous, quand je dis chez nous, je veux dire que le Sénégal, où est installé le forum, qui a un accord de siège avec le gouvernement du Sénégal, nous sommes vraiment en phase. Je crois que nous sommes vraiment en phase, sans nous imposer quoi que ce soit. Le gouvernement du Sénégal a toujours soutenu le forum du tiers-monde, y compris récemment lors du symposium. Le président lui-même s'est impliqué personnellement. Absolument, c'est bien. Alors, un mot sur Samir Amin. Samir est parti sans être parti. Je crois que c'est le sort de tout individu. Il a fait son travail. Il a été tout le temps constant. Il faut que nous puissions retenir de lui ce qui a été Samir, c'est-à-dire la réflexion théorique, mais les études monographiques. Samir, dès la sortie de sa thèse, a étudié systématiquement, en commençant par le Sénégal, son ouvrage illustratif, c'est Le monde des affaires sénégalais. Il a fait la même chose en Côte d'Ivoire, il l'a fait en Gambie, il l'a fait en Guinée. Moi, je crois que c'est ça qui nous manque. Beaucoup de nous, beaucoup en tout cas d'intellectuels africains, sont encore dans la palabre. Et ils ont beaucoup de faiblesses sur la production de données factuelles utiles pour le développement, pour le pays et dans les localités. Il faut qu'on arrive à faire ce type de travail. Aujourd'hui, c'est un monument pour la pensée économique mondiale. Ah non, Samir est incontournable. Je crois que ses adversaires même l'ont consacré il y a encore 6 mois en produisant un ouvrage pour montrer les 100 économistes qui ont marqué la discipline et les 2 derniers siècles. Et Samir figurait en bonne place dans ce. Et au fond, si nous regardons la réalité, c'est que Samir a raison. Depuis 200 ans que nous avons les grands foyers industriels, ce qu'on appelle les grands pays industrialisés, le capitalisme qui se dit triomphant est incapable de créer de nouveaux pays capitalistes développés. C'est en cela que Samir disait que le capitalisme, le développement et le sous-développement, c'est les 2 faces de la même pièce. Il y a sous-développement parce qu'il y a ce type de capitalisme. Je dis ce type de capitalisme parce qu'aujourd'hui, les mouvements anticapitalistes les plus importants sont aux États-Unis, sont à Wall Street. Je crois que sur ce point, Samir est là et on peut dire, comme me l'a dit récemment un ancien responsable du PNUD, qui était ici à Dakar comme représentant, Razaoui, le docteur Razaoui, il me dit Samir a encore raison sur nous. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir et changer. Il y en a qui veulent changer le capitalisme pour qu'il soit moins arrogant, moins violent. Et il y a d'autres qui pensent qu'un autre monde est possible. Un monde qui repose sur nos propres réalités. Un monde pour lequel, en tout cas pour nous, le développement sera suggéré par nos sociétés dans leur vécu de tous les jours. Absolument. Alors, Chérif Salif, avant de vous laisser, je voudrais un peu qu'on mette la lumière un peu sur Auchan et son implantation au Sénégal. On a vu beaucoup de ménages
salué cette arrivée d'Auchan en critiquant la parcellisation qu'il y avait dans les marchés, etc., l'organisation, etc. Alors, vous, en tant qu'économiste, comment voyez-vous justement cette arrivée des grandes surfaces européennes, françaises au Sénégal? Je crois qu'aucun esprit conscient ne devrait refuser le partenariat international. Je crois que c'est ça. Il y a des aspects sur lesquels, sur la chaîne de valeur, nous sommes forts, mais il y a des aspects sur lesquels il faut un partenaire stratégique pour vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez voler de vos propres ailes. Mais je pense que concernant le commerce de détail, un pays responsable doit travailler à moderniser ce secteur. On ne peut pas continuer avec l'informel ou le commerce de l'ultra-détail. Certains même se mettent à vendre des verres de boisson ou des verres d'eau tirés d'une grande bouteille. Je crois que c'est risqué, c'est dangereux. Même au niveau du registre de commerce, c'est problématique. Il faut moderniser ces secteurs. Mais ça, c'est mon constat personnel, tiré d'une expérience. Le rythme auquel on veut dépérir, je ne dis pas tuer, je le fais exprès, on veut dépérir, en tout cas reculer le commerce de détail, me paraît extrêmement dangereux, puisqu'il ne tient pas compte de la fonction sociale du commerce de détail dans notre pays. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir été jeune étudiant, enquêteur pour l'implantation des supermarchés en France. Le supermarché venait de naître. Il est né simultanément aux États-Unis, en Allemagne et en France à partir de 1968. En 1972, j'étais étudiant, on faisait des enquêtes pour leur implantation sur le territoire français. Et les Français, ils veillaient surtout à ce que les supermarchés ne s'installent pas dans les banlieues ouvrières et au cœur de Paris, où il y avait déjà de grandes entreprises qui payaient un local extrêmement cher. Pourquoi ils ont décidé à ce moment-là de les mettre dans ce qu'on appelle les zones industrielles? C'est que simplement, toute la couronne de Paris, les banlieues, avaient reçu une nouvelle couche de population. C'est-à-dire les cadres appelés avec les grands chantiers du général de Gaulle, la construction de la défense. Beaucoup de cadres ont quitté les provinces françaises en emmenant leurs parents dans la ville capitale. Ces parents n'avaient pas de vie sociale. Ils n'étaient pas connus dans leur quartier. Donc, ça et là, ils implantaient de petites boutiques. Et il n'y a pas de raison que la France ait eu ce souci d'accompagner intelligemment le dépérissement du commerce de détail et que nous, pour les mêmes raisons, on ne le fasse pas. Moi, j'invite des gens, tous ceux qui commercent autour de moi, mais je les connais, c'est leurs fils ou leurs filles qui les ont amenés de Kaolack, de Saint-Louis, d'ailleurs. Donc, il faut organiser le commerce de détail, mais l'accompagner dans un dépérissement raisonnable et soutenable. Et ça, c'est important. Sinon qu'est-ce qui se passerait? Mais sinon, si on coupait ce commerce, si on tuait ce commerce de détail rapidement, qu'est-ce qui se passerait? Mais d'abord, le banditisme. Le banditisme, les jeunes qui vendent le charbon vont disparaître, ceux qui vendent les oignons, les fruits et légumes vont disparaître, mais ceux qui vendent les noix de coco vont disparaître parce que justement, la force de ce type d'entreprise, c'est de prendre partout, de racler partout, et ils le font bord champ. C'est-à-dire, c'est avant même la production qu'ils vont acheter tous les produits pour les écouler par eux-mêmes. Alors, si on a une ribambelle de jeunes venant de notre pays et venant de la sous-région inoccupée, avec l'insécurité qui gagne, ça va être extrêmement dangereux. Pour aussi des gens comme moi, des gens comme d'autres qui ont amené leur mère ou leur sœur à Dakar, imaginez vivre dans un quartier, vous êtes inconnu, vous n'êtes pas associé à un mariage, vous n'êtes pas associé à un décès, vous ne connaissez personne, vous allez vous cloîtrer dans votre maison, mais ça peut mener à des crises de toutes sortes. Je crois donc, pour conclure sur ce sujet, qu'il faut accompagner avec intelligence le dépérissement du commerce de détail. Parce qu'un pays aussi doit se moderniser. Merci, Chérif Salif. Merci beaucoup. Notre invité pour ce premier numéro de Expérience nationale au service du Sénégal, Chérif Salif Sy, économiste, ancien ministre chargé des questions économiques dans le cabinet du président Wade et professeur d'université, aussi aujourd'hui président du Forum du Tiers-Monde. Merci, Chérif. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.